Bonjour, bienvenue dans ce podcast de Pourquoi entreprendre. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir un invité d'honneur pour cette interview. Alors, il s'agit d'un entrepreneur très connu sur le web français. Il a plusieurs activités et l'une d'entre elles est passée de 0 à 250 000 euros de chiffre d'affaires en un temps record. Il a fait l'objet de plusieurs reportages à la télévision sur TF1, M6, France 2, Canal+, et presque toutes les grandes radios françaises, Europe 1, France Culture, France Bleu, RMC, RTL. On l'a vu ces dernières années en couverture ou en pleine page de beaucoup de journaux, le 20 minutes, le Parisien, Paris Match, François ou Charlie Hebdo par exemple. Il n'accorde pas beaucoup d'interviews, c'est donc un honneur de l'accueillir aujourd'hui et notre invité est Sébastien, le marketeur français. Sébastien, bonjour. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir pour cette interview pour Pourquoi entreprendre. Merci à toi. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours et comment es-tu arrivé à ce succès? Alors, pour faire une brève introduction effectivement de moi-même, j'ai démarré une première activité qui n'avait rien à voir avec mon activité actuelle de consulting pour les entreprises, qui est tout simplement dû au fait qu'il y a quelques années, j'étais un garçon timide. Et je pense que beaucoup de visiteurs pourront se reconnaître dans ce profil. J'en avais juste marre d'être célibataire, de pas oser me lancer pour aborder une jolie fille. Et donc j'ai décidé de vaincre cette timidité. Et donc à l'époque j'ai vu les choses en grand puisque j'ai commencé à aborder beaucoup de femmes. J'ai abordé un peu plus de 1000 femmes en un an et à raconter tout ça sur un blog. J'avais un blog à l'époque, un petit site personnel où je racontais ces anecdotes, les rencontres que je faisais, comment ça avait marché ou pas du tout marché d'ailleurs pour moi au fur et à mesure. Et il s'est trouvé que ce blog est devenu très connu sur le web français puisque à une époque quand on tapait séduction, c'est un blog qui apparaissait dans le top des résultats de Google et donc j'avais beaucoup de gens qui visitaient le blog, qui se reconnaissaient dans cette situation, dans cette description et qui me demandaient comment faire pour eux aussi arrêter d'être timide, etc. Et comme à l'époque j'étais dans une situation où j'en avais marre de mon boulot d'ingénieur informaticien et que j'étais en train de démarrer une entreprise, je me suis dit, Banco, c'est ça qu'il faut démarrer en fait comme activité. Donc je me suis formé pour apprendre le coaching, pour apprendre la formation, apprendre à présenter l'information de façon structurée pour que mes clients soient contents. Et ensuite j'ai commencé donc une activité de coaching en séduction, c'est le terme qu'on utilise maintenant, ou coaching amoureux. Et donc c'est cette activité-là qui est devenue très vite assez réputée. Et au bout d'un moment, je me suis donc de plus en plus formé pour réussir le marketing de mon entreprise naissante. C'est ce qui m'a permis d'être présent dans la plupart des grands médias français que tu as cités. C'est ce qui m'a permis de développer une clientèle, une mailing list de prospects qui est de plus de 100 000 abonnés. C'est ce qui m'a permis de développer des sites qui sont extrêmement visités. Sur mes vidéos YouTube, j'ai eu plus de 1 million de spectateurs dans l'année et demie du démarrage de ma web TV. Et donc, c'est en voyant le résultat de ce que j'avais créé comme activité de mon entreprise qui était déjà florissante que m'est venu tout simplement d'aider d'autres entreprises puisque j'ai commencé à être assez connu apparemment de certaines personnes dans des cercles plus marketing qui suivaient un peu l'évolution de mon activité et qui me posaient des questions. Et donc j'ai alors créé en fait une formation pour les entrepreneurs où je partage des conseils que moi-même j'ai beaucoup appris de mes recherches aux États-Unis. Voilà. D'accord, donc maintenant tu es devenu un expert en stratégie marketing et je suppose que lorsque tu planifies une stratégie, tu ne procèdes pas par hasard. Donc, Non. quelles sont les étapes que tu utilises afin de mettre en place une stratégie marketing efficace? En fait, avoir une stratégie marketing efficace, c'est incroyablement simple. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens ne prennent pas le temps de le faire parce que soit, un, ils sont pas au courant qu'il leur faut une stratégie.
et donc ils partent à la guerre sans bâton pour se défendre. Soit deux, ils négligent la stratégie parce que c'est pas assez sexy, c'est trop simple, et ils vont se lancer dans des tactiques, c'est-à-dire au lieu d'apprendre à gagner la guerre face à leurs concurrents, ils vont chercher à tout prix à avoir l'équipement le plus technologiquement avancé. Et donc ça aujourd'hui c'est l'utilisation d'outils qui n'ont pas encore fait leur preuve, c'est s'acharner à passer des heures et des heures, des journées, des semaines sur les réseaux sociaux alors qu'on est boulanger. Et donc ça, c'est tout l'opposé d'une stratégie marketing. Pour créer une stratégie marketing efficace, ce que je mets en place pour mes clients, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient et qui me paye 5 000 € pour 1h30 de consultation, alors je vais vous révéler gratuitement le secret de 1h30 de consultation pour 5 000 €. Voilà ce que c'est. Je mets en place 4 choses. Et ces 4 choses, c'est toujours les mêmes. C'est trafic, audience, clientèle, fidélisation. Quelle est la stratégie qu'on va utiliser pour amener des nouveaux visiteurs, des gens qui vont visiter le site web ou le point de vente, ou qui vont téléphoner au standard, qui vont se déplacer, qui vont renvoyer un courrier. Donc ça, c'est la stratégie pour le trafic. Alors, il y a plusieurs possibilités à ce moment-là. Soit on va faire des partenariats stratégiques, ce qui est la solution la plus simple. On va ramener des visiteurs d'autres entreprises qui sont déjà établies sur le même marché. Soit on va acheter de la publicité. Soit on va avoir des efforts qui vont générer du trafic en se détachant de ce que fait la concurrence. Par exemple, faire du marketing en vidéo, comme recommande l'excellent David J, avec des vidéos, des web TV, etc. Soit se référencer, soit être présent, c'est valable pour quelques très très rares entreprises, donc pour 99% des gens qui écoutent, c'est pas ce qu'il faut faire, mais être présent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment est-ce qu'on amène les gens. Donc c'est le trafic. Deuxièmement, c'est comment fidéliser les personnes qui rentrent en contact avec mon entreprise pour que, même si elles ne décident pas d'acheter aujourd'hui, on puisse créer une relation avec ces gens-là et que ces personnes nous amènent d'autres prospects qualifiés, découvrent davantage au sujet de l'entreprise et au sujet du produit et du marché. Donc je les éduque pour finalement décider d'acheter le produit ou service. Donc ici, il s'agit de construire une audience. Une audience, c'est un public captif. Captif dans le sens où les gens sont prêts à nous écouter quand on a quelque chose à leur dire. Et ce quelque chose, souvent, va avoir une promotion de notre produit ou service. Mais comme on apporte une valeur ajoutée, ils sont prêts à nous écouter, faire la pub de notre produit ou service parce qu'ils savent qu'ils vont en retirer quelque chose d'intéressant. Un exemple tout bête, mettons que vous vendez des chaussures, il y a plein d'informations à connaître par rapport à des chaussures. Un prospect pourrait être éduqué sur le marché pour comprendre quelles sont les chaussures qui vont avec tel ou tel costume, quelles sont les chaussures qui vont avec telle ou telle occasion, pourquoi est-ce qu'on ne met pas tel ou tel type de chaussures quand on va dans un entretien d'embauche, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux choisir des chaussures faites main ou des chaussures faites en cuir ou des chaussures avec une semelle plus ou moins épaisse selon les situations. Voilà. Il y a plein d'informations que je pourrais donner à un prospect qui veut simplement acheter une chaussure. Ce qui est intéressant avec cette stratégie que je suis en train d'enseigner, qui est la stratégie de former pour vendre, c'est que quand je vais éduquer mon prospect, automatiquement, il va comprendre premièrement que j'ai à cœur sa satisfaction. Et deuxièmement, comme il en aura appris davantage sur le marché que n'importe qui d'autre aura pu lui apprendre, il va se rendre compte que, un, je connais mon sujet, et deux, je suis la personne la mieux à même de le conseiller. Et donc c'est ce qui va faire que je crée une audience parce que je récupère facilement les coordonnées de cette personne en lui disant, ben voilà, si vous souhaitez recevoir davantage de conseils pour X, Y, Z, ou bien si vous souhaitez recevoir notre guide de 17 pages, quelles chaussures choisir en toute occasion, laissez-nous simplement votre adresse postale, ou votre adresse email, ou votre numéro de téléphone. Et c'est comme ça que je crée une audience. C'est comme ça qu'aujourd'hui, mon entreprise, par exemple, a plus de 100 000 prospects qui sont des gens qualifiés, qui ont demandé à recevoir de l'information, à qui on donne de l'information, et qui du coup sont d'autant plus enclins à acheter un produit ou service quand on en a besoin. Donc ça, c'est la deuxième partie, audience. J'ai dit qu'il restait deux autres parties, puisque j'ai dit trafic, audience, clientèle, fidélité. Comment construire une clientèle? C'est tout simple, c'est comment, pour la première fois, pour quelqu'un qui est un prospect, réussir à obtenir suffisamment de confiance pour qu'il fasse un premier achat. Alors ce premier achat peut aussi bien être pour un produit de haute valeur ajoutée,
Je donne un exemple. Ma formation séduire le client à un tarif qui est clairement destiné à un public de professionnels et d'entrepreneurs, donc c'est pas donné. Mais sur d'autres marchés, vous pouvez avoir un produit qui soit un produit vraiment d'entrée de gamme avec un tarif de 10 euros, 15 euros, 97 euros. D'accord? Et donc, comment est-ce qu'on va amener ce client à faire ce premier achat, avoir suffisamment confiance pour faire ce premier achat? Et la stratégie toute simple à adopter, c'est de faire une offre irrésistible. J'ai quelqu'un qui vient pour la première fois acheter, cette personne n'a pas forcément confiance, c'est pas forcément mon entreprise qui donne pas confiance, c'est peut-être le secteur dans lequel on est. J'ai par exemple un client, un membre de ma formation, si tu veux, le client, qui est dans le secteur des agences matrimoniales. Et clairement, chez lui, le souci, c'est que son entreprise a beau inspirer confiance, avoir beaucoup de résultats, le secteur des agences matrimoniales est perçu par beaucoup de prospects comme étant un secteur un peu vieillot, on ne sait pas trop qui on va rencontrer, est-ce que c'est pas que pour les plus de 60 ans, etc., etc. Donc, ce qu'il lui faut à lui, c'est dans sa stratégie, dans son offre irrésistible, se démarquer et proposer quelque chose qui ne le fasse pas passer comme pour une agence matrimoniale comme n'importe laquelle, mais vraiment comme un conseiller pour aider quelqu'un à faire des rencontres, quel que soit son âge. Donc, troisième stratégie, obtenir une clientèle en faisant une offre irrésistible, en offrant beaucoup plus de valeur que le prix qu'on est prêt à facturer. Donc, si je vends un produit pour 2500 euros, je vais faire en sorte que sur le long terme pour mon client, ce produit lui rapporte, ou lui fasse économiser ou vale à ses yeux 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. D'accord? Donc je fais toujours un rapport de 1 contre 4 ou 1 contre 8 ou 1 contre 10 entre le tarif que je propose pour un premier produit que le client va acheter et la valeur réelle pour le client de ce produit. Et ensuite, la dernière stratégie essentielle qu'on va mettre en place, c'est une stratégie de fidélisation du client pour faire en sorte qu'il achète d'autres produits, parce qu'en général, sur le premier produit, on réalise peu ou pas du tout de bénéfices. Et donc, il va falloir lui proposer de façon ciblée d'autres produits ou services pour continuer la relation avec ce client. Et encore une fois, ça c'est cette stratégie TACF que je viens de donner, trafic, audience, clientèle, fidélisation. Là, je l'ai expliqué dans des termes très simples et très généraux parce que ça s'applique aussi bien pour des gens qui ont des entreprises en ligne que pour des gens qui ont des entreprises traditionnelles. D'accord ? Vous vendez avec de la prospection téléphonique, c'est exactement la même chose. Ça sert à rien d'appeler un client et de lui dire bonjour, ça vous dirait de découvrir notre nouveau produit pour seulement 1155 euros au lieu de 1400 euros ? Non, ça c'est nul. Là, vous essayez de passer directement de zéro à clientèle. Ce qu'il faudrait faire si on fait de la prospection téléphonique, c'est déjà téléphoner uniquement à des numéros de gens qui sont ciblés, donc choisir le bon trafic, et ensuite récupérer au possible le maximum de coordonnées de ces gens-là. Par exemple, au lieu de proposer un produit au téléphone, on va leur proposer de les éduquer, de les former sur telle ou telle chose. On va leur proposer de recevoir gratuitement notre lettre d'information. On va leur proposer de recevoir gratuitement, de participer gratuitement à un petit déjeuner de formation pour les professionnels de leur secteur. Et là, on a une accroche facile pour récupérer leurs coordonnées. Alors, je sais que j'ai fait un peu long, mais je voulais vraiment te donner l'explication concrète des étapes justement d'une stratégie marketing efficace. Une fois qu'on a ces 4 étapes-là, il n'y a plus rien à faire, quoi. L'entreprise, elle marche. C'est aussi simple que ça. D'accord, donc c'est vraiment une recette, une nouvelle recette assez innovante d'ailleurs, parce que c'est vrai que en marketing, on a toujours l'habitude d'utiliser des outils comme le Pestel, le SWOT ou Michael Porter. Mais toi, apparemment, ce que tu proposes, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Est-ce que les anciens outils... On n'a pas l'habitude de l'entendre, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ce que clairement j'enseigne comme stratégie marketing, c'est pas, disons que c'est pas révolutionnaire. Toutes les entreprises qui sont devenues leaders de leur secteur, toutes les très grosses boîtes connaissent et appliquent ces outils-là. Par contre, aujourd'hui, pour les entrepreneurs qui créent leur boîte, malheureusement, qui sont conseillés soit avec des outils très théoriques, et tu cites par exemple SWOT, Porter, etc. Les 4 P. Voilà, c'est des outils qui sont enseignés dans tous les cours de marketing, que j'ai jamais vu de professionnels utiliser dans le sens personne ne s'assied à une table pour dire bon voilà, on va maintenant mettre en place les 4 P pour notre produit. J'ai jamais vu ça. Par contre, c'est quand même des concepts qui sont essentiels à connaître.
Je prends l'exemple, tu parlais de SWOT, qui est une analyse de nos forces, de nos faiblesses, des opportunités du marché et des menaces sur le marché. Ça, c'est quelque chose que on doit garder en tête quand on progresse dans sa stratégie marketing. Donc, c'est une analyse qu'il faut faire au début, dire ok, sur quoi on est fort, sur quoi on est en faiblesse par rapport à d'autres sur le marché, comment on va couvrir ces faiblesses-là, et surtout quelles sont les opportunités sur lesquelles on va se pencher. Pour moi, c'est les opportunités, c'est le point le plus important, surtout quand on va chercher à ramener du nouveau trafic. Et ensuite, quelles sont les menaces, c'est-à-dire comment se protéger des évolutions, des fluctuations du marché. Et en général, quand on a une stratégie, on construit une audience, on va être facilement protégé de changements subis, de l'arrivée d'un nouveau concurrent, d'une autoroute qui passe devant notre boutique ou autre catastrophe de la sorte. D'accord, donc en fait, ta stratégie marketing est assez complémentaire donc des outils déjà existants. Oui, en fait, c'est simplement que il faut se focaliser sur un petit nombre d'outils, sur un petit nombre d'actions, si on veut avoir de beaux résultats. Il n'y a pas 120 000 façons différentes de construire une maison. Peut-être 3 ou 4 façons différentes de construire une maison. Et quand on a choisi une façon, bon ben voilà, on coule le ciment, on fait des briques, on les empile d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une méthode pour ça. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, et surtout, alors c'est ce qui est le plus effrayant, surtout le problème de beaucoup de web entrepreneurs, parce que ils sont pas mieux lotis que les autres, c'est de réessayer de réinventer la roue à chaque fois quand ils créent leur boîte, au lieu de se former et d'avoir les bons outils pour faire leur marketing et ramener tout de suite les premiers clients, ils partent de zéro. Et partir de zéro, c'est pas la solution optimale. D'accord. Donc, d'accord, donc retour un peu à la simplicité, éviter de se prendre la tête et vraiment aller à l'efficace, à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Et une des questions que l'entrepreneur se pose très souvent également, donc avant de se lancer dans son activité, c'est le positionnement. C'est-à-dire qu'il aimerait savoir donc comment il va se situer par rapport au marché, à ses concurrents. Et souvent pour cela, il faut se poser des bonnes questions. Et ben je voulais savoir, tu vois, quelles seraient les questions que tu te poses sur le choix donc du positionnement sur le marché existant. Alors ça, c'est une question extrêmement simple parce que pour toute entreprise qui démarre, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la clientèle qu'on vise, quel que soit le marché sur lequel ou le segment du marché sur lequel on se positionne, la réponse est la même. Il n'y a qu'un seul positionnement qui fonctionne réellement et qui permet de ramener. Alors, quand je dis qui fonctionne réellement, c'est-à-dire un positionnement qui nous permette à la fois de récupérer des clients qui sinon seraient allés acheter ailleurs, d'accord, donc de ramener des gens qui étaient chez d'autres entreprises du secteur, et qui permettent aussi d'un seul coup de récupérer une grande partie des nouveaux prospects qui arrivent sur un marché. Ce positionnement est tout simple, c'est le positionnement de héros du client. Autrement dit, au lieu de se positionner en disant au lieu de suivre les clichés, d'essayer de dire on est les moins chers, ou bien d'essayer de dire on a la super top qualité faite main, inégalée par nos concurrents, souvent imités mais jamais égalés. Ce qui en général est faux, puisque quand on vient de démarrer, on n'est pas imité, donc c'est du pipeau, quoi. Le seul positionnement qui marche vraiment, c'est un positionnement qui soit attirant, séduisant du point de vue du prospect. D'accord ? On s'en moque bien de ce que ce positionnement a comme effet sur l'entrepreneur en lui-même. Est-ce qu'il se sent bien d'avoir mis, nous sommes la seule entreprise avec une devanture rose. D'accord ? Aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça fait comme effet sur le prospect. Et ce qui fait un effet concret sur vos prospects, sur vos clients, c'est de lui montrer qu'on défend des valeurs dans lesquelles il se reconnaît, de lui montrer qu'on est de son côté, de lui montrer que on est le héros du client. Et je vais donner un exemple tout simple. Quel que soit notre secteur d'activité, il y a au moins une fonctionnalité du produit, ou une façon dont on livre le produit, ou une façon dont on facture le produit dans ce qu'on fait déjà, qui est là simplement parce qu'on pense que c'est mieux que ce que font les autres du point de vue du client. Par exemple, sur beaucoup de marchés, le fait d'être le premier à offrir une garantie de satisfaction. Ou alors, vous livrez votre produit plus vite que les autres.
ou encore une fois, votre produit est peut-être de meilleure qualité parce que vous préférez le fabriquer en France alors que vos concurrents délocalisent et font fabriquer à bas prix en Europe de l'Est. D'accord ? Il y a un petit facteur qui fait que vous avez une valeur ajoutée du point de vue du client. Et si vous vous appuyez sur ce point fort, si ça devient le point central de votre marketing, si c'est ce que vous défendez ensuite comme valeur sur le marché, c'est ce qui fait qu'on est positionné comme le héros du client. Quel que soit notre tarif, quelle que soit la qualité finale du produit. L'exemple classique qu'on reprend souvent pour une offre irrésistible, et qui est d'ailleurs cité dans le livre L'offre irrésistible, c'est l'exemple de FedEx. FedEx, leur seule promesse pour le client, c'est de dire, voilà, votre courrier sera livré en temps et en heure, il sera livré sous 24 heures, il sera livré dès le lendemain matin à son destinataire. Et là, ok, waouh, super, je dois envoyer mon courrier d'ici demain, je ne peux pas faire confiance à tous les autres services postaux, mais FedEx me le garantit, FedEx c'est mon héros. Mais ils m'ont pas garanti qu'ils étaient pas chers, par exemple. Ils m'ont pas garanti que le livreur allait sourire en venant chercher mon courrier. Ils m'ont pas garanti que le courrier allait arriver en entier, même d'ailleurs, chez le destinataire. Ils m'ont juste garanti que ça arriverait le lendemain matin. Donc ils ont juste pris leur point fort. Si ça se trouve, ils ont des défauts sur tous les autres points, mais ils ont pris leur point fort, ils l'ont défendu, et c'est ce qui les a positionnés tout de suite comme leader sur le marché. Donc c'est comme ça que un nouvel entrepreneur ou quelqu'un qui veut booster ses ventes devrait penser, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en avant dans notre produit ou service pour en faire une valeur forte qui nous transforme en héros pour le client. D'accord, donc c'est vraiment se concentrer sur vraiment le petit détail qui va faire la différence face aux autres. Le petit détail qui fait la différence aux yeux du client, oui. D'accord. Et donc là, c'est vraiment valable pour un secteur déjà existant, où il y a déjà des concurrents. Mais comment cela se passe lorsqu'on fait un produit innovant où il n'y a pas encore de marché? Comment faire? Comment créer ce nouveau marché? Comment trouver des clients? Créer un nouveau marché, ça n'existe pas. On ne crée pas un marché. Alors, avoir un produit innovant. Alors, voici ce que je veux dire par là. Avoir un produit innovant sur un nouveau marché, c'est la meilleure façon de finir par accrocher une corde à une poutre du plafond et pousser le tabouret sous ses pieds. Avoir un produit innovant et toucher un marché existant, c'est une bonne chose. Par exemple, je crée quelque chose qui se détache vraiment de la concurrence et je le lance sur des prospects qui vont être tout aussi intéressés par ce que j'ai à produire, à proposer. Mais quand je dis que ça se détache vraiment, le client, encore une fois, se moque bien de l'aspect technique. C'est-à-dire que si je crée une machine qui fait des expressos et que à l'intérieur c'est complètement différent de la machine Nespresso, mais qu'à l'extérieur c'est la même chose, ça fait exactement le même goût, ça coûte le même prix, c'est livré à la même vitesse. Enfin, pour le client, il n'y a pas de différence. C'est pas un produit innovant, c'est un produit identique. D'accord ? Il n'y a que moi qui sais ce qui est différent à l'intérieur. Donc pour moi, un produit innovant, c'est quelque chose qui apporte une valeur ajoutée différente du point de vue du prospect. Donc lancer un produit innovant sur un marché existant, c'est un bon moyen de faire un tabac. Lancer un produit existant qui a déjà du succès sur un marché et aller l'adapter sur un nouveau marché, c'est aussi un bon moyen de faire un tabac parce qu'en général, la concurrence ne va pas se trouver là. Donc on est tout seul pendant un moment, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'océan bleu. On a amené un concept sur des nouveaux prospects qui sont aussi intéressés mais que personne n'avait pensé à les toucher. C'est une super bonne stratégie. Après, lancer un produit complètement nouveau en essayant de cibler des gens complètement nouveaux aussi, c'est du suicide marketing et c'est une très 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 mauvaise idée. Donc je n'essaie pas de créer un marché pour reprendre l'expression que tu as utilisée, ça serait entièrement contre-productif. D'accord, donc ce serait en fait soit adapter un produit existant à un nouveau marché non exploité, ou voilà, un exemple tout simple. Vous êtes une entreprise où dans votre secteur tout le monde s'adresse aux dentistes pour proposer, je sais pas, une prestation de service quelconque qui, pour le moment, est spécifique aux dentistes. Cette prestation, vous vous rendez compte qu'elle serait tout à fait utile pour des chiropracteurs, pour des ostéopathes, et vous reprenez ce processus, cette prestation de service ou ce produit, vous l'adaptez et vous utilisez le même marketing qui marche très bien pour les dentistes en proposant les mêmes avantages
au chiropracteur, en ayant vérifié qu'ils ont les mêmes problèmes, donc qu'ils sont potentiellement intéressés. Là, voilà, vous pouvez être le seul à faire ce marketing, être complètement invisible de la concurrence pendant bien longtemps, le temps de s'établir comme leader. Ça peut être très, très profitable. Par contre, se lancer à froid avec un marché plus ou moins bien défini, surtout la pire des définitions possibles du marché, c'est dire, ça convient à tout le monde, quoi, comme produit. Ça, c'est les gens qui font du coaching souvent qui disent ça. Oui, mais mon marché, c'est tout le monde. Quand le marché, c'est tout le monde, le marché, c'est personne. D'accord, donc c'est vraiment aussi une problématique de positionnement, de savoir cibler les gens. Et de bien communiquer avec eux en fait. Voilà, savoir s'il y a des gens qui ont un besoin et communiquer en fonction de ce dont ils ont manifesté qu'ils ont besoin, pas ce dont on pense qu'ils ont besoin. D'accord, donc il y a quand même comme tu disais, un processus donc d'éducation ou de sensibilisation du client avant de se lancer directement. Avant de lui vendre, oui, pas avant de se lancer. D'accord. Donc sinon, j'ai pu également donc participer à plusieurs lancements orchestrés de produits sur Internet. Et je voulais savoir si tu pouvais un peu nous expliquer donc le fonctionnement de cette stratégie marketing et dans quelle situation il est possible donc de l'appliquer. D'accord. Le lancement orchestré, alors on dit une stratégie, mais dans la pratique, c'est une tactique. Un lancement orchestré, c'est un outil parce que sur le long terme, c'est pas suffisant. C'est ce qui permet de sortir un produit, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens simultanément qui sont intéressés pour acheter ce produit, de devenir le centre d'attention du marché pendant un certain temps, de faire entrer beaucoup de chiffres d'affaires en peu de temps. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. Et aussi de lancer l'entreprise pour qu'elle soit bien positionnée pour le long terme. Par contre, un lancement orchestré, c'est pas la solution à tout. Il ne faut pas penser que on va lancer un produit ou service et qu'ensuite on est riche éternellement. Alors le principe du lancement orchestré, c'est tout simplement que au lieu de faire ce que je vais appeler une sortie de produit, une sortie de produit, c'est ce qu'on voit dans 99% des cas, que ce soit dans les entreprises classiques ou sur Internet. C'est des gens qui vont dire, écoutez, ça fait 4 ans qu'on a bossé là-dessus et le voilà. Voici le Super Gizmo 3000. Le Super Gizmo 3000, ça fait le café. En même temps, c'est un mini hélicoptère qui vous permet d'emmener vos vêtements sales jusqu'à la laverie en moins de 3 minutes. Voilà. Et ça coûte seulement 19 997 €. Voilà. Ça, c'est une sortie de produit. Du jour au lendemain, on débarque et on dit aux gens, vous en aviez rêvé, le voilà. Mais en fait, les gens n'en avaient pas rêvé du tout. Et donc, on débarque avec une offre qui n'est voulue par personne. Et le lancement orchestré de ce produit permet d'éviter cet écueil. Le lancement orchestré consiste à créer de l'anticipation sur le marché, attirer l'attention du marché sur un problème ou sur un besoin présenté par le marché, dialoguer avec les clients pour comprendre de quoi ils ont vraiment besoin et associer le produit aux émotions ressenties par le client, des émotions positives. J'ai envie de ça, d'accord, on va essayer de construire un produit qui soit plus proche de ça. J'ai tel problème et je déteste ces fonctionnalités de la plupart des autres produits du marché. D'accord, on va essayer d'enlever ça de notre produit. Et ensuite, le jour J, le jour où le produit est disponible, on a déjà de l'anticipation sur le marché. Les gens savent déjà que ça va sortir. Ils sont déjà intéressés aussi par le fait que ça va sortir. Donc, j'ai pas uniquement communiqué. Attention, ça va sortir. Attention. Attention. Il y a des gens qui font ça en pensant que c'est un lancement de produit. C'est pas un lancement de produit, ça. C'est une annonce d'une sortie. Donc, un lancement, c'est vraiment faire en sorte que les gens aient une envie irrésistible d'aller voir ce qu'on a à proposer, exactement comme le cinéma fait quand il y a un nouveau grand film à succès qui est lancé. Il y a toute une campagne en amont qui fait que les gens ont une curiosité, sont intéressés. Il y a des gens qui ont déjà décidé qu'ils vont acheter leur ticket avant même de savoir qui joue dans le film, avant de savoir si c'est un film d'action ou un film romantique. Mais ils ont vu une affiche, ils ont vu une campagne de guérilla marketing, ça les a tentés. Et donc, c'est exactement la même stratégie qu'on utilise pour un lancement orchestré de produits. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser Internet pour faire un lancement orchestré de produits. On peut très bien le faire dans une boutique. On peut très bien le faire, j'ai un client qui le fait actuellement, en utilisant de la publicité dans les journaux et obtenir de très bons résultats avec ça. D'accord. Donc c'est vraiment susciter l'intérêt
des prospects et de toucher en fait leurs émotions pour plus tard en fait. Exactement. On touche les émotions du prospect pour lui donner envie d'acheter le produit avant que le produit ne soit disponible. Comme ça, le jour où le produit est disponible, on fait tout de suite, on passe de 0 à 100 et tout de suite, on amène un maximum de ventes d'entrée, ce qui permet de récupérer rapidement l'investissement qu'on a mis en termes d'efforts et en termes de recherche et développement pour la sortie de ce produit. D'accord, donc là, ça s'inscrit vraiment dans une stratégie court terme, donc de lancement. Avec quoi tu couplerais ce lancement orchestré pour vraiment perdurer en termes d'efficacité, etc. Alors, le lancement orchestré ne s'inscrit pas que dans du court terme. C'est juste que on amène beaucoup de ventes tout de suite, mais on reste quand même positionné aux yeux du marché puisqu'on a pris le temps de discuter avec les gens, on a pris le temps de les écouter, on a pris le temps de vraiment parler avec le marché au lieu d'être juste en train de vendre avant la sortie du produit. On est sur le long terme positionné quand même comme le héros du client. Donc, il faut juste maintenir cet élan-là. Si on revient sur nos 4 points, trafic, audience, clientèle, fidélisation, pendant un lancement orchestré de produits, on a ramené beaucoup de trafic, beaucoup de nouveaux yeux, de nouvelles prunelles de gens intéressés. On a créé une audience parce qu'on a récupéré les coordonnées de beaucoup de gens intéressés par ce qu'on a à proposer, pas nécessairement ce produit, mais ce qu'on a à proposer en général comme information ou comme autre produit. On a généré beaucoup de clientèle dès la sortie du produit. Maintenant, les deux points essentiels, on va dire, après un lancement orchestré à mettre en place, c'est fidéliser les clients, donc mettre en place ce 4e point, la fidélisation. Parce qu'une fois qu'on leur a vendu ce premier produit, ces gens-là vont être intéressés pour d'autres produits. Et notre base de clients a une valeur énorme, donc il faut savoir saisir cette valeur. Et d'un autre côté, il va falloir continuer aussi à ramener du trafic d'autres sources hors lancement, continuer à vendre le produit, continuer sur l'élan positif qu'on a créé. Et maintenant qu'on connaît la valeur moyenne par prospect, on peut aller acheter de nouvelles sources de trafic, on peut aller se positionner à des endroits qu'on n'aurait pas envisagé au départ. Et donc voilà, il faut juste entretenir la stratégie et pas juste disparaître maintenant qu'on a fait quelques ventes, disparaître pendant 6 mois et revenir 6 mois plus tard sur devant de la scène en disant hey, j'ai quelque chose de nouveau à vous vendre. Donc vraiment continuer d'entretenir des relations avec les clients, les prospects, de continuer de discuter avec eux et d'être toujours présent à leur esprit en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Donc alors j'aimerais créer mon entreprise, j'ai une idée, mais j'ai du mal à organiser le tout, donc mes idées, etc. pour définir le concept et mettre en place mon projet ou mon business model. Alors, est-ce que tu aurais une méthode qui pourrait m'aider de passer de l'idée au projet? Alors, la méthode est simple. C'est encore une fois ce que j'ai expliqué. Mais tout d'abord, ton idée, c'est une idée de produit-service, de produit ou de service? Oui, c'est ça, voilà. C'est plutôt un produit, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y a actuellement sur le marché des gens qui achètent ce type de produit? Pas encore, à ma connaissance. Personne n'achète ce type de produit, d'accord? Est-ce que ce produit ou service répond à un problème qui a déjà une solution disponible sur le marché? Oui. Oui, il y a déjà une solution d'un autre type de produit ou service qui répond à ce problème. Je donne un exemple. Je donne vraiment un exemple très très basique, comme ça on va comprendre. Si j'invente la pénicilline, d'accord? Si j'invente l'aspirine, d'accord, je résous un problème de santé, le mal de tête par exemple, et je me dis, bah tiens, avant il n'y avait pas de pilule qui guérit le mal de tête. Certes, mais il y avait déjà un produit ou service qui s'adresse au même problème, qui est que les gens allaient chez un guérisseur par exemple. Donc il y a déjà sur le marché de l'argent qui est échangé pour résoudre ce problème de mal au crâne. Donc je ne rentre pas sur un nouveau marché en fait, je rentre sur un marché existant avec un produit innovant. Est-ce que c'est ton cas? Oui. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que si le marché existe déjà, il va être simple pour toi de récupérer du trafic. Il faut simplement, premièrement, chercher d'où vient le trafic des personnes déjà présentes, des concurrents.
Donc, est-ce qu'ils achètent de la publicité? Est-ce qu'ils font des partenariats? Est-ce qu'ils utilisent le référencement pour être bien positionnés dans Google? Est-ce qu'ils font du marketing en vidéo? Est-ce qu'ils sont présents dans des newsletters, de l'emailing, dans les journaux? Est-ce qu'ils font des communiqués de presse? Bref, ils ont déjà à l'heure actuelle du trafic. Donc, première tâche essentielle, découvrir d'où vient leur trafic pour très facilement découvrir quelles sont les sources de trafic qu'on peut détourner. S'ils font uniquement des échanges de liens, moi je peux commencer aussi à contacter beaucoup des sites avec qui il y a des échanges de liens pour en faire aussi. Donc c'est déjà une source de trafic. Et ainsi de suite. Deuxième point essentiel, s'il y a déjà des gens qui répondent à ce problème sur le marché et que le produit n'est pas en concurrence directe, on peut créer des partenariats stratégiques pour amener des gens extrêmement qualifiés et en masse dès le premier jour. Je suis un restaurant, je réponds à deux besoins. Je réponds à un besoin qui est alimenter le prospect. Bon, je ne vais pas nécessairement avoir un autre restaurant dans ma zone qui va faire ma publicité. Parce qu'au contraire, eux, ils vont plus avoir envie de faire leur propre publicité. Ils vont me considérer comme un concurrent direct. Mais je réponds aussi à un besoin qui est on a envie de sortir ce soir. Et donc ce besoin est couvert par exemple par le cinéma en face de chez moi, par la foire qui est un peu plus loin, le cirque qui est dans la rue d'à côté. Et donc j'ai des endroits, il y a un théâtre peut-être aussi un peu plus loin dans la ville. Donc il y a des endroits qui répondent à ce même besoin, qui ont le même type de prospect dont j'ai besoin, des gens qui veulent sortir ce soir. Et je peux leur proposer une expérience originale en allant dîner dans mon restaurant gastronomique. Et donc je peux avoir des partenariats stratégiques avec tous ces lieux de sortie en échangeant, le plus simple c'est d'échanger des flyers. Admettons, échanger des flyers ou échanger une réduction. Quelqu'un qui va au cinéma, on leur offre l'apéritif gratuit s'ils viennent ensuite dîner chez nous. D'accord ? Donc, je crée des partenariats stratégiques avec des entreprises qui s'adressent aux mêmes prospects que moi. Ça, c'est la deuxième partie, la deuxième facette de cette étape trafic. Donc ça, c'est ton premier boulot à faire. C'est trouver d'où va venir ton trafic. Ton deuxième boulot à faire, c'est trouver ce que tu vas proposer en échange des coordonnées de tes visiteurs. Donc au lieu de leur vendre quelque chose dès le moment où ils arrivent en contact avec toi, tu vas d'abord créer une relation avec eux, ou du moins récupérer leurs coordonnées. Donc tu peux très bien leur promettre quelque chose, récupérer leurs coordonnées, leur donner ce que tu as promis, et tout de suite après commencer à pitcher ton produit, c'est-à-dire commencer à en parler, commencer à le vendre. Donc deuxième étape, définir ce que tu vas faire pour captiver l'audience à partir du trafic qui vient te voir. Troisième étape, déterminer ce que tu peux faire comme offre irrésistible pour obtenir une première vente. Donc quand quelqu'un arrive, qui t'a donné ses coordonnées, qu'est-ce que tu peux lui proposer de tellement irrésistible que cette personne va se dire « il faudrait vraiment que je sois un crétin pour ne pas acheter ». D'accord ? Et quatrième étape, qu'est-ce que tu vas vendre après à ces gens-là une fois qu'ils ont acheté ton premier produit? Une erreur de beaucoup d'entrepreneurs web, c'est d'avoir qu'un seul produit, qu'un seul niveau d'achat. Et c'est absolument non optimal. On peut réellement multiplier les bénéfices d'une entreprise. Je ne parle pas du chiffre d'affaires, je parle vraiment des bénéfices en ayant quelque chose à proposer par la suite aux clients satisfaits. Donc si on n'a pas les moyens de créer un produit ou service supplémentaire, il faut chercher sur le marché quels sont les produits ou services qu'on peut proposer en partenariat, en affiliation, en échange de bons procédés pour continuer la relation avec notre client. Donc voilà, en fait, tu n'as que 4 questions à te poser pour passer de l'idée à un vrai projet solide, à un vrai business model. La première, c'est d'où vont venir mes visiteurs, d'où va venir mon trafic. La deuxième, c'est qu'est-ce que je vais proposer en échange de leurs coordonnées. La troisième, c'est qu'est-ce que je peux leur proposer pour que ça soit vraiment une offre irrésistible que d'acheter mon produit ou service. Et la quatrième, qu'est-ce que je peux par la suite proposer comme produit supplémentaire à quelqu'un qui a déjà acheté mon produit phare. Et là, tu as une entreprise. Super, merci beaucoup. Donc là c'est vraiment assez centré donc sur Internet. Donc Internet qui serait un média parmi d'autres selon certains, ou à l'inverse serait le média par excellence pour bon nombre de web entrepreneurs. Donc j'aimerais avoir ton avis donc en fait donc sur ce débat et comment tu utilises personnellement Internet dans ta stratégie marketing pour tes produits et services. Tu fais allusion là, je pense à des polémiques qui ont lieu sur les forums consacrés au marketing. Entre autres également, oui.
ça. Moi, je fais très attention à pas, on va dire, entrer dans les débats théoriques sur les polémiques qui ont lieu, surtout sur des forums, parce qu'en général, les personnes qui sont sur des forums, on va dire, savent de façon très limitée, dû à la lecture d'articles de blog qui parlent de posts de forums, qui parlent de livres. Savent de façon très limitée de quoi ils parlent. Donc, je rentre pas trop dans ce genre de débat, mais par rapport simplement au thème, est-ce que Internet c'est le média sur lequel communiquer ou si ce n'est qu'un média parmi d'autres, faire du marketing sur Internet, c'est un peu comme faire du beach volley. C'est du volley sur du sable. Ça serait stupide d'apprendre à jouer uniquement au beach volley et ensuite de ne pas être capable de le faire quand on est sur un vrai terrain de volley. Et ça serait stupide à l'inverse de dire je sais jouer au volley, mais le jour où je suis à la plage, je refuse de jouer par principe. Donc là, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a les principes essentiels, une fois qu'on a TACF, trafic, audience, clientèle, fidélisation, une fois qu'on a compris ce principe, il n'y a aucune raison de se restreindre à Internet. Il y a beaucoup de potentiel à aller toucher des prospects avec d'autres médias. Par exemple, j'étais présent énormément dans la presse et ça a été un outil essentiel pour augmenter mes conversions. Donc, faire en sorte que davantage de gens dans mon audience deviennent des clients. Sur un de mes sites web, la conversion de ce site, c'est-à-dire du nombre de personnes qui visitaient le site, du nombre de personnes qui deviennent clients, a été multiplié par presque 10 à partir du moment où j'ai présenté toutes mes références dans la presse, que j'ai montré des extraits de reportages télé, que j'ai montré que le livre que je proposais sur ce site avait fait l'objet de reportages à la télévision, qu'on en avait parlé à la radio, dans les journaux. Ça, d'un seul coup, ça donne une crédibilité supplémentaire. Et ça aurait été stupide pour moi de me restreindre à Internet et de juste dire oui, écoutez, j'ai toujours refusé d'être présent dans la presse parce que j'ai pas de bonne raison, mais j'ai toujours refusé. En fait, le prospect il se dirait mais oui, mais c'est juste que en fait t'as pas les moyens ou la renommée ou la réputation, t'as pas l'air insolide, donc on n'a pas entendu parler de toi en dehors de ton propre blog, quoi. Donc point essentiel, c'est facile de démarrer en utilisant Internet comme outil. Beaucoup de gens qui sont des web entrepreneurs n'auront pas besoin d'autres moyens de promotion pendant longtemps ou peut-être jamais. Mais il ne faut pas être fermé et il faut se rendre compte qu'il y a des entreprises qui vendent beaucoup plus. Si vous êtes web entrepreneur, il y a des entreprises qui vendent au même prospect que vous, qui vendent des millions et des millions de produits chaque année en utilisant d'autres modes de communication et que ça serait dommage de ne pas tester ces modes de communication pour voir si ça fonctionne par rapport à ce que vous avez à offrir. D'accord. Et sinon, je change un peu du sujet, mais quelle serait la boîte à outils indispensable pour un jeune entrepreneur qui aimerait se lancer? Donc pour une entreprise donc de service, qu'elle soit online et offline en fait, donc avec peu de moyens. Qu'est-ce que tu entends par boîte à outils? Boîte à outils, c'est-à-dire des trucs et astuces, par exemple ton TACF serait une composante de cette boîte à outils par exemple. C'est l'étape numéro 1 en fait. Penser à sa stratégie, trafic, audience, clientèle, fidélité. Je recommanderais même rien d'autre, on va dire, pour quelqu'un qui démarre, parce que la plupart des entrepreneurs qui sont en difficulté ou qui ont du mal à développer leur entreprise sont des gens qui n'ont jamais pris le temps de réfléchir à ces 4 points. Et il est impossible, en ayant la solution à ces 4 questions, il est impossible d'échouer ou de stagner. Donc pour moi, c'est la boîte à outils. Après, si on se lance, la question numéro 1 à se poser, c'est celle du trafic, parce qu'il faut amener des gens quand on démarre. Donc comment faire pour avoir un maximum de gens qui franchissent notre porte, qui appellent le standard ou qui visitent notre site web dès le premier jour où on a lancé le site web? C'est la question numéro 1. Et la réponse en général, c'est d'utiliser des partenaires stratégiques, de trouver des gens qui vont faire notre promotion en échange quelquefois d'un pourcentage du chiffre d'affaires généré, quelquefois simplement par échange de bons procédés. Donc il y a beaucoup de possibilités et la plupart des entrepreneurs n'en essayent qu'une, à savoir la chance. Et la chance, c'est pas la plus fiable des possibilités. Donc, je recommande de se poser les bonnes questions. Et je pense que ces 4 questions sont les
questions clés à se poser. Et également, une des autres clés de la réussite des entrepreneurs est leur capacité à se former tout au long de leur vie professionnelle. Donc pour cela, donc il y a les livres, donc des livres de référence, suivre des mentors, qui seraient des moyens efficaces pour continuer de progresser en autodidacte. Et si j'ai bien compris, donc tu es également un autodidacte, tu as beaucoup lu et suivi des mentors. Et justement, je voudrais savoir donc quelles sont tes références et tes mentors qui t'ont permis donc de développer ton expertise en stratégie marketing. Alors, j'ai fait appel à beaucoup de sources, beaucoup de ressources. Là, juste derrière moi, je suis à mon bureau, là, je suis assis dos à ma bibliothèque. Et en fait, juste derrière moi, j'ai un peu plus de 250 livres de marketing, gestion d'entreprise, publicité, médias, rédaction, formation, etc. Et là, je compte que les livres. J'ai souscrit à beaucoup de programmes de formation, assisté à beaucoup de séminaires. Et donc, plutôt que de lister tout ça, parce que je pense que ça serait peu pratique et peu utilisable pour quelqu'un qui écoute, je dirais que je citerai pour moi ce que je dirais être les 5 meilleures ressources actuelles pour quelqu'un qui veut développer une entreprise. Pas développer une expertise d'expert marketing et devenir consultant marketing, mais quelqu'un qui veut être capable de vendre ses produits ou ses services, de cartonner, devenir leader bienveillant de son marché. La meilleure ressource, si vous lisez l'anglais, c'est un petit livre qui fait peu de pages, qui est rouge. C'est un livre de Chet Holmes, C-H-E-T-H-O-L-M-E-S, Holmes comme Sherlock Holmes. Et c'est un livre qui s'appelle The Ultimate Sales Machine, la machine ultime à vendre. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, donc c'est Ultimate Sales Machine. Et c'est peut-être le meilleur livre de synthèse de stratégie marketing à ce jour. Je pense qu'il y en aura un meilleur qui paraîtra un de ces jours puisque je suis en train d'en rédiger un. J'espère. Je me suis fixé comme standard qu'il faut que ça soit meilleur que celui que je considère comme le meilleur mentor parmi ceux que j'ai lus. Deuxième auteur que je recommande, c'est Jay Abraham. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de livres de sa part qui aient été traduits en français, mais il a écrit de très très bons livres sur la stratégie marketing. Chet et Jay sont deux consultants en stratégie marketing que je considère vraiment comme des icônes, mais qui sont sur le marché anglophone. Un troisième référence que je vais citer, c'est Rich Efren. J'ai eu l'occasion de discuter avec Rich et c'est vraiment quelqu'un qui a une très très belle vision d'ensemble de la stratégie qu'il faut utiliser dans une entreprise, qu'elle soit en ligne ou hors ligne. Et il a beaucoup de produits qui répondent à des besoins très spécifiques, comment faire des partenariats, comment rendre son produit plus irrésistible, etc., etc. Donc son site c'est strategicprofits.com, donc comme profit stratégique en anglais. Donc tout ça c'est des ressources anglophones. Sinon, pour quelqu'un qui démarre une activité, en ressources francophones, pour quelqu'un qui démarre vraiment à partir de zéro une activité, je ne peux que très chaudement recommander le kit de démarrage d'entrepreneur créé par Olivier Roland, qui est un excellent produit pour aider à définir le projet, définir sa cible et mettre l'entreprise sur la bonne voie. Je sais qu'Olivier a aussi sorti d'autres formations, comme une formation qui s'appelle Agir et réussir pour les gens qui démarrent leur activité. Mais je pense que le kit de démarrage, c'est parmi ce que propose Olivier, c'est ce qu'il y a de plus accessible, c'est ce qu'il y a de plus rapide aussi à mettre en place. Et quand on démarre une activité, c'est vraiment un outil très intéressant, un outil très utile. Deuxième ressource francophone que je vais recommander, et je vais me permettre de mentionner ce que je fais, mais j'explique pourquoi. C'est parce que quand j'ai créé la formation Séduire le client, j'avais comme objectif d'en faire une formation en stratégie marketing qui soit extrêmement complète. Et donc, ce n'est pas une formation où on va apprendre des recettes magiques pour être bien positionné dans Google, pour faire de la publicité payante, etc., etc. C'est plutôt une formation où on va définir le segment de marché, le positionnement sur lequel on va s'installer. C'est une formation sur laquelle on va définir sa stratégie de prix, on va définir quel partenariat mettre en place, comment mettre en place ces partenariats, comment être présent dans la presse. J'explique comment faire pour rédiger des communiqués de presse, pour les diffuser, pour être contacté par les journalistes. J'explique comment intervenir à la télé. Je donne même des exemples disséqués en vidéo et en audio
d'interviews que j'ai eues à la télévision, par exemple, où j'explique comment j'ai préparé l'interview, pourquoi je dis telle chose à tel moment. Donc, c'est des ressources qui ont été utilisées par plusieurs membres. Rien qu'au cours des 3 dernières semaines, j'ai 3 membres de Séduire le client qui ont été présents en interview à la radio. Aurélien Amaker de bloguergagner.com, Jean Sommer de La Voix debout et David Ferrer, j'ai plus le nom de son site sous la main malheureusement. Mais bon, moi j'aurais mentionné qui était présent à la radio. Donc 3 membres de Séduire le client au cours des dernières semaines en utilisant les conseils que j'ai donnés dans la formation. Et c'est vraiment mon objectif de faire un accompagnement de A à Z par rapport à la stratégie marketing. Donc j'enseigne pas les derniers outils magiques qui permettent de ramener 2 millions de visiteurs en 5 minutes, mais j'enseigne les stratégies qui permettent de s'installer sur le long terme. Donc c'est pour ça que je me permets d'inclure cette formation Séduire le client dans les ressources essentielles pour quelqu'un qui veut développer sa stratégie marketing. D'accord. Et sinon, quels conseils pourrais-tu donner aux entrepreneurs qui aimeraient améliorer la performance de leur concept et de leur entreprise? Améliorer la performance de l'entreprise? Oui. Je vais reprendre le mantra de G. Abraham que je citais tout à l'heure, qui ne cesse de répéter que quand on veut rendre son entreprise plus efficace, faire davantage de ventes, il faut d'abord optimiser, améliorer ce qu'on fait pour le rendre plus efficace, et ensuite innover. Beaucoup d'entrepreneurs essayent d'innover d'abord, de réinventer la roue, et c'est une mauvaise stratégie. Donc il faut commencer par reprendre ces 4 points que j'ai cités. Déjà, je pense que c'est une excellente checklist pour quelqu'un qui a déjà une activité et qui veut la rendre plus efficace. Regardez d'où vient votre trafic. Est-ce que votre trafic vient de ce que vous appelez le bouche à oreille? Si vous dites que c'est du bouche à oreille, ça veut dire que vous n'avez aucune idée d'où vient le trafic. Et donc ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle sur l'activité de votre entreprise et que du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver, avoir l'herbe coupée sous le pied par un concurrent, il n'y a personne qui rentre et vous découvrez que vous n'aviez pas du bouche à oreille, vous étiez juste bien situé et quelqu'un maintenant est mieux situé que vous en amont dans la rue et récupère tous vos prospects. Deuxièmement, une fois que vous avez optimisé vos sources de trafic, cherchez comment amener davantage de monde, là je donne dans l'ordre où j'ai expliqué, mais dans la réalité, si on a déjà une activité, il faut le faire dans l'ordre inverse. Si on a déjà une activité, qu'on a déjà une clientèle, il faut commencer par fidéliser la clientèle qu'on a déjà. C'est ce qui permet de rapporter le plus d'argent le plus vite, introduire un nouveau produit ou service sur une clientèle qu'on a déjà. Ensuite, améliorer l'offre qu'on a, l'offre irrésistible qu'on a pour faire des premières ventes sur notre audience. Pourquoi? Parce que comme on a déjà optimisé le côté fidélisation, ça veut dire que quand je vais ramener des nouveaux clients en améliorant mon offre, ces clients-là vont avoir une meilleure valeur pour mon entreprise sur le long terme, parce que j'ai déjà optimisé leur fidélisation. Ensuite, je vais améliorer mon processus pour créer une audience, ou dans le cas de beaucoup d'entrepreneurs, je vais créer ce processus, je vais enfin me mettre à former mes prospects, je vais enfin me mettre à leur offrir quelque chose en échange de leurs coordonnées, je vais enfin créer une relation avec eux, et donc ça aura un gros intérêt parce que ça va augmenter d'un seul coup le nombre de gens qui vont peut être intéressés par ce que j'ai à proposer et donc par la suite acheter, et donc par la suite être fidèle parce que j'ai déjà optimisé ces 3 autres points. Et ensuite, donc je vais améliorer mes sources de trafic, le volume de gens qui découvrent mon activité, parce que je sais qu'une fois qu'un nouveau visiteur franchit ma porte, le processus dans lequel on met ce visiteur sera optimisé, sera amélioré. Voilà. Donc, si on veut améliorer la performance d'une entreprise, il faut le faire dans l'ordre inverse de celui que j'ai cité, en commençant par la fin, parce que c'est comme ça qu'on va avoir le plus de rentabilité sur les efforts. D'accord, merci beaucoup pour ce conseil. Et comment on pourrait faire pour bénéficier encore plus de conseils de ta part? J'organise une webconférence, c'est-à-dire une formation en vidéo où je réponds aux questions en direct qui a lieu dans les prochains jours. Donc tu pourras donner le lien, je te donnerai le lien, c'est sur séduireclient.com et donc tu pourras le donner, je pense, à la fin de l'interview. Et donc c'est une formation en vidéo qui est gratuite où je donne des conseils précis, j'explique notamment 7 tactiques de marketing à utiliser pour multiplier ses ventes, la fidélité des clients et pour se démarquer de façon durable de la concurrence. Je donne des exemples issus de mes entreprises. Je vais montrer des exemples de communiqués de presse, de façon d'obtenir des témoignages clients, de façon d'apparaître dans la presse, etc. Donc ça sera très très intéressant et très complet. Et c'est sur le site dont tu donneras le lien à l'issue de l'interview.
D'accord. Bah, merci beaucoup Sébastien. Donc, merci pour tous ces conseils, pour cette excellente interview. Et je te souhaite une très bonne continuation. Merci à toi Jérôme et donc à très bientôt pour toi et tous les auditeurs sur cette formation en vidéo en direct. Exactement. À très bientôt.